Tu n'es pas important ici, papa. Ce sont les mots que ma fille m'a dit la veille de son mariage à $100 000. 24 heures plus tard, devant 200 invités, je me suis levé pendant la cérémonie et j'ai dit quelque chose qui a transformé ce jour de rêve en le pire cauchemar de sa vie. La suite a été si bouleversante qu'à ce jour, elle ne peut plus me regarder dans les yeux. Si vous voulez savoir comment un père humilié a accompli la vengeance la plus épique de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin, car cette histoire vous laissera sans voix. Mais avant de continuer mon histoire et de raconter comment tout s'est passé, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez. Je m'appelle Robert, j'ai 58 ans, et pendant 30 ans, j'ai bâti une entreprise de construction qui m'a permis d'offrir le meilleur à ma famille. Ma femme, Sarah, et moi avons toujours rêvé d'offrir à notre fille unique, Emma, tout ce que nous n'avons pas eu en grandissant. Emma était notre princesse, notre raison de vivre. Et lorsqu'elle a annoncé ses fiançailles avec David, un avocat renommé, nous étions fous de joie. Depuis toute petite, Emma rêvait d'un mariage de conte de fées. « Papa, quand je me marierai, je veux que ce soit le plus beau jour de ma vie, » disait-elle, les yeux brillants. Et moi, comme tout père qui chérit sa fille, j'ai promis de faire en sorte que cela se réalise. Le moment venu, je n'ai pas lésiné sur les moyens. J'ai engagé le meilleur organisateur de mariage de la ville, réservé le club le plus exclusif, importé des fleurs des Pays-Bas, engagé un quatuor à cordes renommé, et même fait venir un chef français spécialement pour l'événement. Le budget final, $100 000. Une fortune qui représentait 2 ans de bénéfices pour mon entreprise, mais j'étais prêt à dépenser chaque centime pour le bonheur de ma fille. Sarah a même essayé de me convaincre de baisser les coûts, mais j'ai insisté. Elle ne se mariera qu'une fois, ma belle. Elle mérite le mariage de ses rêves. Pendant des mois, j'ai assisté à chaque réunion, approuvant chaque détail, de la couleur des nappes au type de champagne servi. Emma semblait reconnaissante, me serrant toujours dans ses bras et me disant « Papa, tu es le meilleur du monde. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ça. » Je me sentais comblé, fier de pouvoir lui offrir ce moment magique. Mais ensuite, à la veille du mariage, quelque chose s'est produit qui a tout changé pour toujours. C'était jeudi soir, exactement 24 heures avant la cérémonie. Le club était en cours de décoration, les derniers préparatifs étaient finalisés et j'étais dans mon bureau à la maison en train de finaliser les derniers détails avec l'organisatrice du mariage quand j'ai entendu des voix dans le salon. Emma discutait avec ses amis et quelques cousins. J'ai décidé de leur apporter du café, comme toujours. En m'approchant de la porte, j'ai entendu ma fille dire « Franchement, les filles, je ne supporte plus que mon père se mêle de tout. Il se prend pour le marié, pas pour moi. » Je suis resté sur le seuil, le plateau à la main, incrédule. Une de ses amies a ri et a dit « Mais Emma, c'est lui qui paye tout, non? C'est normal qu'il veuille s'impliquer. » « Payer, payer, » soupira Emma, irritée. « Il a de l'argent à revendre. Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme s'il était vraiment important dans ce mariage. C'est David et moi qui comptons. Le reste n'est que décoration, y compris mon père. Il peut payer et rester tranquille dans son coin. » Mon cœur s'est serré. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. 30 ans à créer une entreprise, à sacrifier week-end, vacances et absence familiale pour le réconfort de ma famille. Et maintenant ça, décoration. C'est comme ça que ma fille me voyait. Un autre cousin a commenté « Waouh Emma, c'est vraiment dur. » Mais Emma a continué « Les gars, vous ne comprenez pas. Depuis le début des préparatifs, il veut avoir son mot à dire sur tout. Le choix de la musique, du menu, de la décoration. Il arrive un moment où ça devient lassant. Demain, c'est mon jour, pas le sien. Il devra payer et bien se tenir. Je n'en pouvais plus. Je suis retourné au bureau en silence, j'ai posé le plateau sur la table et je me suis assis. Sarah est arrivée quelques minutes plus tard et a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas, Robert? Tu es pâle. » Je lui ai raconté ce que j'avais entendu. Ma femme était choquée.
Mais elle a essayé de me calmer. Elle est peut-être nerveuse à cause du mariage. Tu sais comment Emma est quand elle est stressée. Mais je savais que ce n'était pas du stress. C'était de la pure ingratitude, du mépris. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à comment élever un enfant pendant 25 ans. Lui donner tout ce qu'elle demandait, sacrifier mes propres rêves pour les siens, et finalement découvrir qu'elle me voyait comme un fardeau qui, au moins, avait de quoi payer les factures. C'est alors qu'une idée a germé dans ma tête. Une idée terrible, mais qui semblait être le seul moyen d'enseigner à ma fille la valeur des choses, et celle d'un père. Vendredi, 6 heures du matin, jour du mariage. Je me suis réveillé avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des mois. La douleur de la trahison était toujours là, mais elle s'était transformée en détermination. Si Emma pensait que j'étais juste un distributeur de billets humains, quelqu'un qui payait les factures et restait assis tranquillement dans un coin, elle allait bientôt découvrir à quel point elle avait tort. J'ai appelé mon avocat personnel, Marcus, à 7 heures du matin. Marcus, j'ai besoin de toi au club aujourd'hui à 14h30, une demi-heure avant la cérémonie. Apporte les contrats de tous les prestataires pour le mariage d'Emma. Il avait l'air perplexe. Robert, c'est le mariage de ta fille aujourd'hui. Es-tu sûr? J'en suis absolument sûr. Et Marcus, apporte aussi les documents d'annulation. Tous. Ensuite, j'ai appelé mon comptable. James, j'ai besoin que tu me prépares un tableau détaillé de toutes les dépenses du mariage. Chaque centime, chaque fournisseur, chaque paiement. Et je veux que tout soit imprimé dans un dossier bien rangé. James a tenté de protester, mais je l'ai interrompu. Fais-le, tout simplement. J'en ai besoin pour 14 heures. Sarah s'est réveillée et m'a trouvé au bureau, déjà en costume. « Robert, qu'est-ce que tu fais? Le mariage est à 15 heures !» Je l'ai regardé avec un calme que je ne reconnaissais même pas. « Je vais donner une leçon de gratitude à notre fille. Et des conséquences. Tu ne vas pas faire une folie, hein ?» Sarah s'inquiétait. Je lui ai tenu les mains et lui ai expliqué le plan. Au début, elle était choquée, puis elle a essayé de me dissuader. Mais quand je lui ai répété exactement ce qu'Emma avait dit la veille, elle a compris. Elle doit apprendre, Sarah. Si on n'apprend pas maintenant, elle passera le reste de sa vie à traiter les gens comme des objets jetables. À 10 heures, je suis allé au club pour vérifier les derniers préparatifs. Tout était parfait. Les fleurs hollandaises étaient arrivées au petit matin et étaient en train d'être disposées par une équipe de fleuristes. Le chef français était déjà en cuisine, préparant les plats. Le quatuor à cordes accordait ses instruments. 200 000 $ de beauté et de perfection. Emma est arrivée au club à 11h30 pour un dernier check-in. En me voyant, elle a esquissé un sourire forcé. « Salut papa, tout va bien ?» J'ai répondu d'un ton neutre. « Tout est parfait, princesse. Ce sera le plus beau mariage que tu puisses imaginer. » Elle m'a serré dans ses bras et est partie. Elle était loin de se douter que ce serait le dernier câlin qu'il recevrait avant très longtemps. À 14 heures, les premiers invités ont commencé à arriver. Famille, amis, collègues, 200 personnes, habillées avec élégance, ont toutes salué la beauté du lieu et la sophistication de la décoration. J'ai entendu plusieurs personnes s'exclamer « Waouh, Robert n'a pas lésiné sur les moyens, quel mariage spectaculaire !» Et Emma a tellement de chance d'avoir un père comme lui. Si seulement il savait ce qui allait se passer. Marcus arriva à 14h30 pile, une serviette en cuir marron à la main. « Robert, il est encore temps d'arrêter cette folie. » Je pris la serviette et répondis « Marcus, as-tu des enfants? J'en ai 2. As-tu été humilié par eux après avoir tout sacrifié pour eux ?» Il resta silencieux. « Alors tu ne comprends pas ce que je dois faire. » À 14h45, Emma est arrivée dans une limousine blanche, resplendissante dans sa robe de mariée à 8 000 $. Elle a salué les invités comme une princesse, rayonnante de bonheur. Sarah se tenait à côté de moi, nerveuse. « Robert, elle est tellement heureuse. Tu es sûr de vouloir faire ça ?» J'ai regardé ma fille, souriante, et lui faisant signe de la main, me souvenant de ses paroles de la veille. Il peut payer et rester tranquille dans son coin. J'en suis absolument sûr.
David, le marié, est arrivé quelques minutes plus tard, accueillant les invités avec l'assurance de quelqu'un qui savait qu'il organisait un mariage à 100 000 $ sans dépenser un centime. Il m'a salué. « Beau-père, merci d'avoir rendu cette journée possible. Emma est radieuse. » J'ai souri et j'ai répondu « Je ne ferai rien pour le bonheur de ma fille, David. » À 15 heures précises, la musique commença. Le quatuor à cordes entama la marche nuptiale et Emma descendit l'allée, resplendissante, souriant à tous les invités qui se levaient pour l'admirer. Elle atteignit l'autel, David lui prit la main et le pasteur commença la cérémonie. Chers amis et familles, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union d'Emma et David. Le pasteur parlait, mais je n'écoutais pas. J'attendais simplement le bon moment, celui qui allait tout changer. Et ce moment arrivait. 15 minutes après le début de la cérémonie, le pasteur avait déjà parlé d'amour, d'engagement et de l'importance de la famille. Emma et David se tenèrent la main, échangeant un regard tendre. Les invités étaient émus, certains essuyant déjà des larmes. C'était exactement le mariage de conte de fées dont Emma avait toujours rêvé. C'est alors que le pasteur prononça les paroles que j'attendais. Si quelqu'un connaît un obstacle à cette union, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Je me suis levé du premier rang. Le silence fut instantané. 200 personnes se tournèrent vers moi. Emma me fixait, les yeux écarquillés de terreur. David pâlit. Sarah me prit la main pour essayer de me faire asseoir, mais je m'écartai doucement. « Pasteur, dit-il d'une voix claire et calme, j'ai quelque chose à dire. » Emma murmura, paniquée. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Mais je ne répondis pas. Je me dirigeais vers le centre de la salle, face à tous les invités, tenant le dossier que Marcus m'avait apporté. « Chers amis et familles, ai-je commencé. Merci d'être ici pour célébrer ce qui devait être le mariage de ma fille Emma. Je dis « devrait être », car je dois malheureusement faire une annonce importante. Un murmure s'éleva parmi les invités. Emma était aussi blanche que sa robe. David essaya de dire quelque chose, mais je persistais. Hier soir, j'ai découvert ce que ma fille pensait vraiment de moi. J'ai découvert que pour elle, je suis juste quelqu'un qui peut se le permettre et rester tranquillement dans son coin, que je ne suis pas vraiment important dans ce mariage, que je ne suis qu'un élément décoratif. Les murmures se sont intensifiés. Certains membres de ma famille ont tenté de m'interrompre, mais j'ai levé la main pour réclamer le silence. « Eh bien, Emma, dit-il en la regardant droit dans les yeux, tu as raison, tu n'as pas besoin de moi. En fait, tu n'as pas besoin que je te paie quoi que ce soit. Alors, j'ai ouvert le dossier et j'ai sorti le premier document. Ceci, j'ai brandi le papier pour que tout le monde le voie, est le contrat avec le club. Montant total, 25 000 $ pour la location et la décoration. J'ai déchiré le document en deux. Un cri de surprise a résonné parmi les invités. Emma a crié « Papa, arrête ça !» Mais j'ai continué. Voici le contrat avec le chef français. 15 000 $ pour votre dîner gastronomique. Je l'ai déchiré. Voici le contrat avec le fleuriste qui a apporté des fleurs de Hollande. 12 000 $. Je l'ai déchiré. À chaque larme, le désespoir d'Emma grandissait. « Papa, arrête. Je ne le pensais pas. » Elle pleurait, son maquillage commençant à couler. « Oh, mais tu l'as fait, ma chère. Tu as dit à tes amis que je pouvais payer et rester tranquillement dans un coin, que je n'étais pas importante dans ce mariage. » J'ai continué à déchirer les contrats un par un. Eh bien, sans ma signature sur ces contrats, sans mon paiement, pas de mariage. David tenta d'intervenir. « Monsieur Robert, on pourra régler ça après la cérémonie. » Non, David. On ne peut pas. Parce que, d'après ma fille, c'est son jour, pas le mien. Et si c'est son jour, alors elle devrait en payer le prix. J'ai pris le dernier document, le plus important de tous. Et ceci est le contrat cadre, qui lie tous les autres contrats. Ce qui signifie... Je l'ai ouvert lentement. Officiellement, il n'y a plus de mariage. À ce moment-là, Marcus s'approcha et annonça d'une voix forte, sur ordre de monsieur Robert Mitchell, seul financeur de cet événement. Tous les contrats sont annulés. Le chef français a déjà été licencié. Le fleuriste récupère les fleurs. Le quatuor à cordes
range ses instruments. Le club doit libérer la salle avant 18 heures pour un autre événement. C'était le chaos total. Les gens criaient, les invités étaient confus, essayant de comprendre ce qui se passait, et mes proches essayèrent de me convaincre de faire demi-tour. Mais au milieu de tout ce chaos, je ne pouvais voir qu'Emma. Elle était une épave, pleurant de manière incontrôlable, serrant sa robe de mariée comme si c'était la dernière chose qui lui restait. Et c'était peut-être le cas. Ce qui a suivi a été l'un des moments les plus durs de ma vie, mais aussi l'un des plus nécessaires. Emma a couru vers moi désespérée, m'attrapant par le bras. « Papa, je suis tellement désolée. Je ne pensais pas à ça. S'il te plaît, défais-le, s'il te plaît. » Je la regardais dans les yeux, des yeux que j'avais observés en grandissant, des yeux qui m'avaient regardé avec émerveillement enfant, des yeux qui avaient brillé quand je rentrais du travail avec un cadeau. Maintenant, ils étaient remplis de larmes et de désespoir. « Emma, dit-il d'une voix ferme mais sans cruauté, pendant 25 ans, je t'ai tout donné. Je t'ai protégé, j'ai subvenu à tes besoins, j'ai réalisé tes rêves. J'ai bâti une entreprise travaillant 14 heures par jour pour que tu ne manques de rien. Et hier, j'ai découvert que tu me voyais comme un inconvénient qui, au moins, avait de l'argent. » David a essayé de protester. « Monsieur, nous pouvons payer le mariage nous-mêmes. » « Avec quel argent, David? Avez-vous 100 000 $ de côté? Parce que c'est ce que ce mariage a coûté. » Sarah s'est approchée en pleurant aussi. « Robert, elle a compris la leçon. Regarde dans quel état elle est. Arrête, s'il te plaît. » Mais je savais que si j'arrêtais maintenant, Emma apprendrait qu'elle pouvait m'humilier, puis simplement s'excuser et je lui pardonnerais tout. Non, Sarah. Si je me rétracte maintenant, elle apprendra qu'elle peut me traiter comme une moins que rien et qu'il y aura toujours une seconde chance. Elle doit comprendre que chaque acte a des conséquences. Les invités commencèrent à se disperser. Certains membres de la famille vinrent tenter de me convaincre, tandis que d'autres partirent, indignés. J'entendis des commentaires des deux côtés. Robert est devenu fou, et Emma l'a bien mérité. Elle a été si ingrate. La famille était divisée. Emma s'effondra sur une chaise, toujours dans sa robe de mariée, complètement anéantie. Des amis tentèrent de la réconforter, mais elle les repoussa. David se tenait à proximité, ne sachant que dire ni quoi faire. C'est alors que je me suis approché d'elle une dernière fois. « Emma, je t'aime plus que ma propre vie. Mais aimer ne signifie pas accepter le manque de respect. Quand tu seras prête à me voir comme ton père, et non comme un distributeur de billets humains, nous parlerons. » Et j'ai quitté le club, laissant derrière moi 100 000 $ en rêve brisé et une leçon qui ne serait jamais oubliée. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour. Emma et David se sont mariés 3 semaines plus tard, lors d'une simple cérémonie d'état civil, à leurs frais. Elle a essayé de m'appeler à plusieurs reprises les premiers jours, mais j'avais besoin qu'elle comprenne la gravité de ce qui s'était passé. La famille était divisée. Certains membres de ma famille me soutenaient, comprenant qu'Emma avait franchi une limite inacceptable. D'autres me condamnaient, me disant que j'avais été trop cruel. Sarah se situait entre les deux, comprenant ma douleur, mais endeuillée par la situation de sa fille. 3 mois après l'incident, Emma s'est présentée à ma porte. Elle n'était plus la princesse gâtée que je connaissais. Elle semblait plus mature, plus humble. Elle avait perdu du poids et son regard trahissait une période de profonde réflexion. « Père, dit-elle d'une voix étranglée, puis-je entrer ?» Nous avons discuté pendant 4 heures ce jour-là. Emma s'est excusée non seulement pour ses paroles, mais aussi pour des années d'ingratitude. Elle m'a raconté combien les derniers mois avaient été difficiles, comment elle et David avaient été livrés à eux-mêmes, comment elle avait enfin compris la valeur de tout ce que j'avais fait pour elle. « Papa, je t'ai toujours vu comme Superman. Tu as tout réparé, tout payé, tout fait advenir. J'imagine qu'à un moment donné, j'ai cessé de te voir comme quelqu'un avec des sentiments. Tu es juste devenu une présence constante que je tenais pour acquise. »« Et ça t'a dérangé ?» ai-je demandé. « Ça ne m'a pas dérangé sur le moment. Mais maintenant, je comprends combien c'était injuste. Tu n'étais pas Superman, papa. Tu étais juste un homme qui a tout sacrifié pour tout donner à sa fille.
Et je ne l'ai jamais reconnu. Nous avons pleuré ensemble ce jour-là. Et petit à petit, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Emma et moi avons une relation bien meilleure que jamais. Elle a appris à apprécier non seulement ce que je fais pour elle, mais aussi qui je suis. Je ne suis plus seulement un père qui arrange les choses. Je suis quelqu'un avec des sentiments, des rêves et des limites. Emma et David vont bien. Leur mariage, bien que simple, a été bâti sur des fondations plus solides. Ils ont appris à apprécier ce qui compte vraiment et à ne pas tenir pour acquis l'amour et le sacrifice de ceux qu'ils aiment. Elle m'appelle maintenant chaque semaine, non pas quand elle a besoin de quelque chose, mais juste pour parler, prendre de mes nouvelles, pour me dire qu'elle m'aime. Certains me critiquent encore pour ce que j'ai fait ce jour-là. Ils disent que j'ai été cruel, que j'aurais pu gérer les choses différemment. Peut-être ont-ils raison. Peut-être ai-je réagi de manière excessive. Mais parfois, quand l'amour se transforme en permissivité totale, quand le sacrifice devient invisible, il faut des mesures drastiques pour restaurer le respect et la gratitude. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez en entendre d'autres, abonnez-vous à la chaîne. Ce serait un honneur de vous compter parmi nous.